Bonjour, merci à tous d'être présents. Donc, nous allons commencer tout de suite. Et donc, on va finalement commencer par une première présentation et questions. Je vais laisser chaque intervenant au fur et à mesure de son obtention de micro se présenter. Ça va être plus simple, présenter sa structure. Et donc, la première question posée à Gérard Blanchard, c'est quel est le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone? Qu'est-ce que c'est et quels sont les outils qui ont été mis en place pour qu'à l'échelle d'un territoire, on puisse viser la neutralité carbone ou le zéro émission nette? Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis Gérard Blanchard, donc je suis vice-président développement durable de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Donc à ce titre, je m'occupe de transition énergétique et écologique. Et puis j'ai un regard plus particulier sur un projet qu'on a lancé il y a déjà quelques années, qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Alors, je vais juste vous le présenter assez rapidement pour aller progressivement vers notre coopérative carbone. La Rochelle Territoire Zéro Carbone, en fait, c'est une volonté territoriale de lutter contre le changement climatique. Donc, on s'inscrit dans l'accord de Paris. Et l'idée, c'est de décliner un engagement international, enfin, des engagements internationaux, à travers, évidemment, l'engagement de la France dans la stratégie nationale bas carbone, une déclinaison territoriale. Puisqu'il ne vous a pas échappé que il y a des grandes recommandations, il y a des objectifs, mais on ne dit pas qui fait quoi. Okay, donc là, il nous semble, nous, sur un territoire qui s'est quand même bien identifié en matière d'environnement, on dit, voilà, nous, on va prendre notre part du travail. Et à l'échelle de notre agglomération, donc nous, notre agglomération, c'est autour de La Rochelle. Avec La Rochelle, c'est 28 communes, c'est à peu près un peu moins de 350 km², c'est 170 000 habitants. Voilà. Donc l'engagement qu'on prend pour respecter donc, l'accord de Paris, eh bien, c'est la neutralité carbone. Alors, on n'a pas visé 2050, mais 2040, parce qu'il nous semble qu'à notre échelle territoriale, c'est des choses qu'on peut faire. Et on a répondu à un appel à projet, parce qu'évidemment, il faut le financer. C'est toujours difficile de lancer un projet ambitieux sur la base des budgets qui existent déjà. Donc, l'idée, c'était d'aller chercher des moyens supplémentaires. La communauté d'agglomération, en tant que porteur de projet, a répondu à un appel à projet des investissements d'avenir. C'était l'appel à projet Territoire d'innovation Grande Ambition à l'époque. Depuis, Grande Ambition est tombée, mais ça s'appelle encore Territoire d'innovation. Il y a eu 24 lauréats, 24 collectivités lauréates, en fait, territoires, sur à peu près 110 propositions, dont La Rochelle. Ce projet, il a donc été porté par la communauté d'agglomération, mais il est piloté par 5 acteurs majeurs de notre territoire. Et donc, à côté de l'agglo, on a aussi la ville de La Rochelle, mais on a l'université de La Rochelle, qui est un acteur là, du développement territorial. On a le port atlantique, donc le port de commerce de La Rochelle. Et puis, on a un acteur qui est important chez nous, qui est un parc technologique bas carbone, où l'objectif, c'est de démontrer, de faire un démonstrateur à l'échelle d'un quartier, avec des activités diverses, hein, de l'habitation, de l'entreprise, la production, de la formation aussi. Voilà, avoir cette possibilité. Donc, c'est ces 5 acteurs qui portent, mais on a mobilisé un écosystème de 130 acteurs à l'échelle de notre territoire. Alors évidemment, je ne vais pas vous les lister, mais ça relève un petit peu du monde de l'entreprise, du monde des associations, des administrations, collectivités. On a beaucoup aussi d'universités, pas que l'Université de La Rochelle, des laboratoires de recherche qui s'intéressent à la question du développement durable et de la transition énergétique. Voilà. On a obtenu donc des financements, on a réussi. Les investissements d'avenir à travers la Banque des Territoires nous amènent à peu près 25 millions d'euros. Et avec ces 25 millions d'euros, on a pu faire effet levier sur d'autres financeurs publics, dont la région. Et il y a aussi une mise à disposition de fonds de l'agglo et puis de la ville. Et puis, on a, à travers les 130 partenaires que je vous ai mentionnés, on a aussi réussi à valoriser de l'ordre de 30 millions d'euros. Voilà. Donc, on dispose aujourd'hui, pour commencer, d'un budget de 80 millions d'euros. C'est un programme, d'accord ? Ça veut donc dire que, comme dans tout programme, tout projet, il y a une date de début, une date de fin. Donc, la date de début, c'était 2017. D'accord. La date de fin, c'est 2027, parce que tous les investissements d'avenir, c'est 10 ans. Et puis, il y a 70 actions au total qui sont toutes déjà programmées. Voilà. Donc, au début, quand j'ai été élu à l'agglo, tout le monde est venu voir en pensant qu'il y avait un fonds d'investissement et qu'on allait pouvoir financer des projets. En fait, non, tout est déjà engagé. Mais le principe du projet, c'est qu'on peut agréger de nouvelles opérations, de nouveaux axes. Et depuis le lancement, on a rajouté un axe sur l'agroécologie, parce que
Quand on parle de La Rochelle, on n'y pense pas nécessairement, mais notre territoire, les 2/3, c'est quand même de la surface agricole utile. Voilà, donc on a lancé ce nouvel axe, on travaille avec la Chambre d'agriculture et on développe un plan d'action et on va aller chercher des financements. Et on a rajouté aussi un axe sur le tourisme durable. La Rochelle aussi une destination assez importante à cet égard. Voilà, donc voilà un petit peu comment on fonctionne. Et le but de ce projet, alors chacune de ces actions, ça ne va pas nous amener à la neutralité carbone en 2040, on est bien d'accord. Et donc, ce sont généralement des actions de type démonstrateur, expérimentation, sur des aspects technologiques, sur des aspects comportementaux, parfois des aspects un peu plus réglementaires. Et une fois qu'on a démontré que ça marche, l'idée, c'est de le massifier. Voilà, donc je prendrai un ou deux exemples pour vous le montrer assez rapidement. Et mon travail à moi, c'est non seulement de piloter politiquement et de sécuriser la trajectoire du projet, mais c'est aussi de faire en sorte que tout ce qui marche, on l'intègre dans toutes nos politiques publiques. Et donc le but, effectivement, et toutes ces actions relèvent des mobilités, bien entendu, ça relève de l'habitat avec les questions d'efficacité énergétique, la rénovation surtout de l'habitat qui existe déjà, ça relève des questions de séquestration carbone. Alors je vous ai parlé d'agroécologie, on travaille avec la Chambre d'agriculture pour essayer de modifier un peu les pratiques de manière à augmenter la capacité de stockage des sols, mais on a aussi la chance sur notre territoire d'avoir à peu près 20% du territoire qui est occupé par des zones humides, qui sont anthropisées, qui sont exploitées, mais différents types de zones humides. Et donc là, on a un puits naturel de carbone. On essaie de le quantifier. On sait que c'est un puits, mais on ne sait pas de combien. Donc voilà, donc on essaie de le quantifier. Et puis, la question de l'économie circulaire. Voilà, on a plusieurs entre guillemets living lab, on a des grandes zones industrielles avec lesquelles on travaille pour essayer de circulariser évidemment les échanges entre les différentes entreprises. Voilà, et je pense à puis bien entendu, on travaille aussi beaucoup sur la production d'énergie renouvelable en milieu urbain. Donc là, on est plutôt sur du photovoltaïque avec la mise en place de boucles énergétiques, de boucles d'autoconsommation énergétique. Voilà un petit peu globalement le projet. Donc en termes de gouvernance, je vous dis, on a notre comité de pilotage avec les 5 acteurs que j'ai cités. À côté, on a mis en place un conseil scientifique. On l'a relancé, là, et j'avais une réunion hier. On a fait en sorte qu'il soit beaucoup plus pluridisciplinaire, parce qu'au début, la tentation, ça a été, on a mis essentiellement des experts dans le domaine énergétique, plutôt des ingénieurs, voilà. Et puis on s'est aperçu dans la pratique, voilà, que c'est avant tout aujourd'hui un problème social, un problème d'acceptabilité aussi, un problème d'accompagnement. Et donc on a été chercher de nouveaux spécialistes, de nouvelles spécialistes d'ailleurs, dans le domaine des politiques publiques, dans le domaine de tout ce qui touche à la mobilité, mais vu sous l'angle sciences humaines et sociales. Voilà. Et puis l'originalité qu'on a essayé d'avoir, enfin originalité, pas nécessairement une originalité, mais en tout cas une volonté forte, c'est qu'on soit aussi dans une démarche citoyenne. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Et donc, à côté du comité de pilotage, on a créé un comité citoyen. Ça ressemble un petit peu à la Convention citoyenne sur le climat, sauf qu'on n'a pas 150 personnes, on en a 30, mais on représente 170 000 habitants et pas 65 millions. Voilà, donc le ratio ne nous est pas nécessairement défavorable. L'idée ici, alors on n'a pas tiré au sort comme ça, on voulait que ce comité soit représentatif de la structure de notre population. Donc on a décidé au départ, alors qu'il y aurait une parité évidemment, que les différentes classes d'âge seraient représentées, les différentes catégories socio-professionnelles, et comme on est dans un territoire, je vous l'ai dit, 28 communes, mais qui peut être très rural ou très urbain, on a fait aussi une représentation entre territoires ruraux et territoires urbains, parce qu'évidemment, selon votre âge, selon votre métier, selon l'endroit où vous avez vécu, vous n'avez pas la même approche. Voilà, donc on a fait tout ça. Et puis, on a fait un appel à candidature avec pas mal de publicité. On a eu beaucoup de retours, presque 300 candidatures. Et donc, on a eu la possibilité de faire un tirage au sort par catégorie. Voilà, donc c'est un petit peu hybride, mais on est à la fois, au moins on sait qu'on a une représentation. Il est juste mis en place, voilà. Et pour éviter que ce soit juste une structure à côté, de temps en temps va donner son avis, on a décidé de les intégrer dans notre comité de pilotage. C'est-à-dire qu'ils vont participer à la prise de décision. Voilà, donc on leur a demandé, ça va se faire samedi prochain, ils vont choisir une personne exactement, qui va les représenter, qui participera avec les responsables des acteurs dont je vous ai montré. Alors évidemment, il y a un apprentissage qu'il va falloir faire. C'est pas habituel de travailler avec un président d'agglo, un responsable de port, un responsable d'université, un citoyen. Donc il va falloir créer les conditions pour que ça fonctionne bien. Voilà. Ensuite, peut-être prendre quelques exemples sur
tout ce qu'on peut faire, qui sont aujourd'hui lancés et qui fonctionnent. Dans le domaine de l'efficacité, alors il y avait quand même ce comité citoyen qu'il a fallu mettre en place, hein, ça a pris un certain temps, voilà, donc aujourd'hui c'est fait. Sur la question de l'efficacité énergétique des bâtiments, on a mis en place une plateforme de la transition énergétique, hein, les plateformes territoriales, alors qu'on appelle plateforme rochelaise de la transition énergétique. L'idée, c'est d'avoir un guichet unique qui rassemble toute l'expertise nécessaire pour accompagner le propriétaire d'un logement qui veut faire de la rénovation énergétique, depuis l'audit énergétique de son logement jusqu'à la mobilisation des fonds publics qui existent pour couvrir une partie de son investissement. Entre les deux, évidemment, il y a tout le travail qui consiste à lui apporter les conseils techniques, voilà, en termes d'isolation, en termes de production de chaleur ou de production de froid. On a mis en place une charte avec les professionnels de notre territoire qui s'engagent évidemment dans une charte d'éthique, qui sont tous RGE, hein. Et donc on peut proposer une liste d'artisans qui peuvent intervenir. Et puis bien entendu, on a une expertise ingénierie financière qui est capable de mobiliser les fonds pour accompagner les propriétaires. On s'est donné comme objectif d'ici 2040 aller jusqu'à 2000 rénovations annuelles à l'échelle de notre territoire. Alors ça y est, c'est parti, ça commence, on en est encore très loin, mais ça part plutôt bien. Donc on a mis en place un lieu très en visibilité à La Rochelle. Et puis, on a fait en sorte aussi que tout le monde soit pas obligé de venir à La Rochelle. On a mis des permanences sur des communes un peu plus rurales. Voilà, et puis ça fonctionne bien. Avant d'aller vers la coopérative carbone, deuxième action, on a mis en place pour faire une démonstration sur le parc bas carbone à La Rochelle. On avait des grandes superficies de parking. On a donc mis des ombrières photovoltaïques qui viennent alimenter une boucle énergétique. Donc on utilise le réseau Enedis, d'accord, et puis avec l'association Atlantique qui sert de personne morale organisatrice. On connaît les producteurs, donc l'ombrière, et puis des consommateurs. Donc là, on a pris des consommateurs qui sont sur place. Et puis, avec une gestion réseau intelligent, on connaît l'entrée et la sortie d'énergie sur le système. Ça permet de couvrir une grande partie de la consommation. Et ce qui est produit par le photovoltaïque, les ombrières, et non consommé, ça vient alimenter un démonstrateur hydrogène, donc un électrolyseur. Et donc, on fabrique de l'hydrogène vert sur le site du bas carbone. Tout ça, c'est mis sous pression, évidemment, dans des bouteilles. Et ensuite, c'est utilisé. On a une start-up qui s'est développée et avec des petits véhicules utilitaires type Kangoo, avec des triporteurs, avec des vélos, utilise cet hydrogène pour la livraison dernier kilomètre, voilà, sur le centre de La Rochelle. Voilà le type d'expérimentation qu'on fait. Et comme ça marche bien, on le généralise. Alors il y a un projet. T'en parleras peut-être. Il y a un projet sur le port, beaucoup plus ambitieux, celui-ci, avec une capacité de production, puisqu'il y a énormément d'entreprises, plus d'une centaine, 130 je crois, de cet ordre-là, voilà, qui vont pouvoir se connecter. Donc on est à la fois dans de la production d'énergie et dans la logique aussi d'économie circulaire. On a un autre projet de ce type sur le port de Plaisance, cette fois. Voilà. Et puis, je commence à discuter avec des développeurs d'éoliens qui veulent s'installer sur notre agglo, avec toutes les difficultés qu'on rencontre sur l'éolien aujourd'hui, mais néanmoins qui seraient prêts à lâcher une éolienne pour justement faire une boucle d'autoconsommation collective, où là on pourrait alimenter pratiquement de l'ordre de 1000 foyers. Voilà un petit peu le genre de choses qu'on fait. Et puis évidemment dans les actions, et ça va me permettre de faire la transition vers Anne Rostin, dans notre projet, il y a une action importante qui s'appelle la coopérative carbone. J'en dis juste quelques mots parce que tu vas développer. Pour nous, c'est l'accompagnateur indispensable sur ce qu'on fait sur notre territoire, puisque l'idée, c'est que toutes les actions qu'on met en place vont se traduire par des économies d'émissions de gaz à effet de serre ou de la séquestration. L'idée, c'est d'arriver à quantifier ces gaz à effet de serre non émis ou séquestrés. Pour ça, il nous faut des méthodes. Voilà, et donc ça va être le rôle de la coopérative de les développer ou d'utiliser des méthodes qui existent, de les valider pour avoir des crédits carbone, alors soit le label bas carbone, soit notre propre label La Rochelle Territoire Zéro Carbone, et de trouver des contributeurs qui vont venir le financer. Donc on va être un peu en situation intermédiaire, et Anne va vous l'expliquer précisément, entre des porteurs de projets. Alors on va dépasser le cadre de La Rochelle Zéro Carbone, on s'adresse aux citoyens, on s'adresse à tout le monde aujourd'hui, Anne va vous l'expliquer.
des projets dont on peut calculer les économies de gaz à effet de serre, mais qui n'existent pas encore, et puis des contributeurs qui veulent participer. Alors, on ne parle pas de compensation, on parle vraiment de contribution. C'est sur un marché volontaire du carbone qui vont venir faire en sorte que, par leur contribution, rendent possible des projets. Voilà. Donc on est un petit peu intermédiaire, et on se positionne aussi, et je pense qu'Anne insistera bien là-dessus, aussi comme tiers de confiance. Voilà, parce qu'on est vraiment sur une démarche territoriale. L'idée, c'est pas de vendre pour faire des bénéfices, puisque la coopérative carbone, c'est une structure coopérative, c'est de trouver des moyens dans une démarche vertueuse pour financer des projets qui conduisent à des baisses d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, chère Anne. Merci beaucoup. Donc, Anne Rostin, je dirige la coopérative carbone et je vais effectivement revenir un peu sur ce qui a été présenté par Gérard. Pourquoi on a mis en place un outil de territoire qu'on appelle coopérative carbone? C'est quand on a monté ce grand programme avec l'ambition d'aboutir au zéro émission nette à horizon 2040, on s'est aperçu qu'en fait, on n'était pas outillé pour pouvoir le faire. Il nous manquait un certain nombre d'éléments qu'il fallait absolument mutualiser pour des économies de coûts, évidemment. Il fallait qu'on ait les moyens d'évaluer ce qu'on allait mettre en place pour avoir un suivi, pour pouvoir évidemment vérifier l'impact réel des actions et pour assurer qu'il n'y ait pas d'effet néfaste d'un levier à l'autre dans les différents axes d'action. Il y avait aussi la question évidemment du financement qui a été abordée. Comment, au-delà des actions innovantes qui ont été engagées via le plan d'investissement d'avenir, comment on allait réussir à aller jusqu'au bout de cette ambition et donc de mobiliser des dispositifs financiers qui n'existaient pas encore au moment où on a lancé La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui allaient permettre de donner une valeur économique aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui allaient être réalisées. Et enfin, autre levier qui a été abordé à travers ce volet implication de tous, implication citoyenne, c'est que valoriser, accompagner les gros programmes ou uniquement les grosses organisations, c'est clairement pas suffisant. Ça ne permet pas d'aller du tout à de la neutralité carbone. Il faut que tout le monde puisse avoir capacité d'agir. Il faut que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes dispositifs d'ingénierie carbone et d'ingénierie financière qui sont nécessaires finalement pour accompagner ça. Et donc de pouvoir agréger l'ensemble des projets pour pouvoir leur donner accès à ces besoins d'ingénierie carbone et d'ingénierie financière. Et donc c'est pour ça qu'on a créé en collectif sur le territoire la coopérative carbone. Donc c'est une coopérative au sens réel du terme, c'est-à-dire société coopérative d'intérêt collectif. Ça a multiples avantages au-delà du fait qu'on conforte statutairement l'intérêt collectif du projet. C'est-à-dire qu'évidemment, l'ensemble des actions, des activités, elles doivent respecter les valeurs qu'on y pose et elles doivent servir le sens qu'on y donne et l'objet qu'on y donne. C'est-à-dire que s'il y a du résultat, il doit servir à réinvestir dans les projets. On est persuadé, et c'est bouclé statutairement, que ça va permettre d'aller dans le bon sens. L'autre élément, c'est qu'évidemment, ça permet de faire collaborer des différents partenaires du territoire. On a besoin non seulement évidemment d'une forte implication des collectivités territoriales et des gros partenaires économiques du territoire, mais on a aussi également besoin que chacun puisse avoir la possibilité de s'investir. Donc une coopérative dans ce sens-là, on l'a conçue et organisé la gouvernance pour que des citoyens, des agriculteurs, des plus petites entreprises puissent aussi être actrices et participer à cette dynamique collective. Et puis, l'autre élément, c'est qu'évidemment, on associe directement les bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui, in fine, vont pouvoir faire valoriser leurs gains de réduction de gaz à effet de serre à travers la coopérative. Donc, c'est vraiment un outil avec une gouvernance partagée. Donc elle a été mise en place il y a à peine un an maintenant, donc elle est née à Noël dernier. On a pris le temps dans le cadre du programme de vraiment réfléchir sur le collectif avec l'ensemble des partenaires fondateurs, que sont les 5 pilotes de la démarche qui ont été cités par Gérard, c'est-à-dire la communauté d'agglomération de La Rochelle, la ville de La Rochelle, l'université Atlantec et le port Atlantique. Et également d'autres partenaires du territoire en tant que fondateurs, comme Alstom, Léa Nature, le Crédit Agricole, ADFIP. Ce qui nous a permis de réfléchir et de se poser aussi toutes les questions de comment on fait discuter ensemble des petits, des associations, des grosses structures qui peuvent aussi venir parfois avec, même si on a le même objectif, on peut avoir un langage différent et une manière différente de vouloir le construire.
Aujourd'hui, ce sociétariat est ouvert et donc nous ont rejoint depuis d'autres entreprises comme la COP Atlantique, Eden Promotion. De nombreux citoyens finalement rejoignent aussi volontairement la démarche pour être actifs parce qu'ils ont soit ils ont des projets, ils ont des envies sur le territoire, soit ils ont envie de participer activement au projet de quelqu'un d'autre, ou ils ont envie aussi de contribuer financièrement. Et donc chacun vient avec son propre levier d'action possible pour pouvoir participer. On a aussi la Chambre d'agriculture et des agriculteurs qui nous ont rejoints pour essayer aussi de pouvoir travailler sur l'effet levier financier que peuvent apporter des réelles pratiques de transition agricole, et donc avec des agriculteurs qui sont relativement exemplaires dans leur démarche et qui vont du coup pouvoir aussi proposer en tant que fer de lance vraiment des actions fortes de transition écologique. Et puis Excelia, qui est l'école de commerce, de management local, et donc qui est aussi très investie. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui au sein de la coopérative carbone, eh bien, on agit sur les deux leviers majeurs, les deux uniques leviers sur lesquels nécessairement on doit avancer, la réduction d'émissions et la séquestration. Sur la réduction d'émissions, on accompagne l'ensemble des organisations à pouvoir trouver ces effets leviers pour réduire son impact environnemental. On part de la base, en fait, ça dépend aussi de l'effet du niveau de maturité de chacune des organisations. Donc, de la formation, de la réalisation de bilan carbone pour pouvoir avoir un premier point de départ, de la construction d'une trajectoire bas carbone, c'est-à-dire avec la mise en place d'un plan d'action de réduction d'émissions, et également de la construction d'une stratégie qui peut être compatible avec les accords de Paris. Donc pour ça, aujourd'hui, on a des outils qui existent. Évidemment, l'outil bilan carbone, que je pense que la majorité d'entre vous connaissent, qui commence à enfin être réutilisé et donc à être incrémenté de manière plus forte. Il y a aussi d'autres dispositifs qui existent, comme le DIAC Décarbone Action, qui est aujourd'hui instruit par BPI France et qui permet d'avoir un financement par l'ADEME pour pouvoir réaliser son bilan et son engagement sur un plan d'action de réduction d'émissions, pour lequel on est expert reconnu. Et puis de l'accompagnement à de la stratégie compatible avec les accords de Paris. Donc là, il y a aussi une méthodologie qui a été validée par l'ADEME et CDP pour lequel on est référencé et qui s'appelle le ACT pas à pas. Donc ça, c'est l'ensemble de notre palette pour accompagner tous ceux qui veulent avancer en compréhension et en capacité de réduction de ses propres émissions. Le deuxième pilier, c'est donc la capacité d'aller séquestrer ou capter du carbone. Et donc pour ça, on accompagne des projets environnementaux, à vocation environnementale du territoire, que ce soit donc sur de l'arbre, on va y revenir après, ou sur le volet agricole. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir un process qualité qui nous permette de notifier, d'évaluer, de faire reconnaître les réalités des réductions d'émissions qui vont être apportées par le projet et de pouvoir, via un processus de labellisation, faire reconnaître ces réductions d'émissions et générer du crédit carbone sur le marché volontaire de la compensation carbone. Ce qui nous permet de faire vraiment une boucle de territoire et de proposer un système de compensation ou contribution, suivant les éléments de sémantique sur lesquels on est plus ou moins habitué, le carbone local. C'est-à-dire qu'un acteur, aujourd'hui une entreprise, peut agir à un certain nombre de kilomètres de chez elle et peut vraiment voir l'effet, en tout cas, de ses investissements. Donc on propose l'ensemble de cet accompagnement sur la chaîne de valeur et pour ça, il y a des éléments qui sont primordiaux, en tout cas sur les questions de la compensation ou contribution carbone, vous aurez peut-être des questions dessus par la suite. C'est vraiment de pouvoir garantir l'unicité des projets et des financements qui sont mis en place, une traçabilité, une transparence de tous les éléments qui sont mis en place. Et du coup, pour ça, on a voulu développer un outil open source qui permette demain aux futurs territoires qui ont envie de s'engager dans ces démarches-là de ne pas redépenser à nouveau des fonds publics pour refaire les mêmes choses et plutôt d'essayer de mutualiser ce qu'on appelle les registres finalement pour pouvoir faire reconnaître ces réductions d'émissions. Donc pour ça, aujourd'hui, il y a des méthodes qui existent, des labels qui existent, donc notamment le label bas carbone sur lequel on reviendra, donc qui permet de faire reconnaître des projets à échelle nationale par les réductions d'émissions qu'ils génèrent. Et ces méthodes-là, il faut évidemment les avoir développées en amont. Et il y a encore d'autres méthodes qui sont nécessaires finalement à développer. Donc on est aussi force de proposition sur de nouvelles méthodologies
permettant d'avoir l'ensemble des éléments qui permet de montrer là où le crédit carbone apporte une additionnalité, c'est-à-dire qui permet de passer à l'action et qui permet de montrer qu'on a vraiment une plus-value environnementale avec la réalisation des différents projets. Le label bas carbone étant un élément important, malgré tout, on voit qu'à l'échelle du territoire, on a besoin d'agir tout de suite, maintenant, et on a des projets par rapport à un écosystème qui sont finalement un peu propres à notre territoire. Et on s'est dit que puisque on faisait toute cette chaîne-là, le volet label La Rochelle Territoire Zéro Carbone était aussi un moyen d'action complémentaire local, tant qu'on respectait l'ensemble de ces bonnes pratiques des écueils à éviter sur le label bas carbone, c'est-à-dire de pouvoir garantir la manière dont on va définir le périmètre des projets qui sont évaluables, la manière de les compter et la manière de les vérifier et de les auditer. Et donc, on a commencé aussi à mettre en place des projets beaucoup plus petits, sur du local, qui nous permettent de proposer une compensation carbone vraiment locale. Voilà, maintenant je vais passer le micro en posant une question à Roland. Donc sur le volet crédit carbone, on a effectivement de grands enjeux et donc avec un certain secteur forestier. Comment on peut allier les expertises sectorielles et une approche de territoire? Et donc je vous laisse vous présenter et présenter le partenariat qui a été mis en place. Merci beaucoup. Donc Roland Delary, je dirige le Centre régional de la propriété forestière. En 2 mots, ce CRPF, c'est, si vous voulez, l'établissement public qui est là pour aider les propriétaires privés forestiers, donc à gérer au quotidien leur forêt, et ensuite, bien sûr, à rentrer dans des dispositifs d'exploitation, de replantation, etc., avec des acteurs économiques. Donc nous, on est en amont. Nous sommes en gros la chambre de la forêt. Hein, voilà. Et donc, à côté de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce ou de la chambre de métier. Et on s'appelle centre. Voilà. La forêt privée en Nouvelle-Aquitaine, 93% de la forêt, 2 800 000 hectares à peu près. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est important d'avoir un centre comme le nôtre. Nous sommes une équipe de techniciens, d'ingénieurs et de personnel administratif, une équipe de 68 personnes, réparties sur les 12 départements. Et donc, on est intéressé, bien sûr, pour pouvoir aider ces propriétaires forestiers, notamment pour pouvoir aider, et ça c'est très important, ceux qui ne font rien, parce que ça c'est derrière tout le principe de l'additionnalité carbone. Donc aller vers ceux qui ne font rien, qui ne feraient rien s'ils n'étaient pas incités. S'ils n'étaient pas incités par une aide financière, un projet de territoire, et j'y reviendrai, une raison philosophique ou autre, mais voilà, il faut vraiment les inciter. Parce que sur ces 2 800 000 hectares, nous avons grosso modo 3 500 000 propriétaires. Vous voyez déjà la surface moyenne. Avec des inégalités forcément d'un département à l'autre. Donc pour les inciter, nous nous sommes rapprochés, nous sommes intéressés de près à ce fameux label bas carbone, donc proposé par le ministère de la Transition écologique, qui est un label de territoire, qui n'est pas un label d'entreprise, c'est un label de projet, qui est donc dans le champ de la compensation volontaire, et qui permet donc de mettre en relation finalement un porteur de projet propriétaire forestier qui ne ferait rien avec donc une entreprise, un territoire, une association, on pourrait même dire, si l'on voulait, un citoyen, qui a fait son propre bilan carbone, qui a mesuré, évité, qui a réduit, bien sûr, et puis qui se trouve avec de la tonne résiduelle non réductible, voilà, et qui pourrait à ce moment-là me dire, bon, mais de toute façon, c'est pas grave, ta forêt, elle est en train de faire de la photosynthèse, donc de séquestrer, c'est bon. Non. Nous, ce que l'on va dire, c'est que, OK, la forêt séquestre, la forêt qui est gérée, la forêt qui est traditionnellement renouvelée. Mais cette forêt dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur laquelle nous ne faisons rien, il faut l'aider à faire mieux. Il faut donc appliquer ce principe d'additionnalité. Et donc, nous venons rechercher cette part de compensation, de réduction d'émissions donc non réductibles. Nous venons donc essayer de l'appliquer en forêt, selon des méthodes. Alors nous, en forêt, nous avons 3 méthodes. Je vais vous en dire très rapidement le principe. Les agriculteurs en ont 6. Le bâtiment, maintenant, en a une méthode, ça y est, qui vient d'être agréée. Et les transports, le milieu des transports en a une aussi. Donc nous, en forêt, nous nous basons sur 3 méthodes qui sont, de façon très technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, boiser des terres agricoles abandonnées, des terres agricoles en friche, des terres, en tout cas, qui n'ont jamais été forées depuis 10 ans. Voilà.
Deuxièmement, renouveler des forêts qui viennent d'être endommagées par une tempête, un incendie, un dégât sanitaire. Vous avez peut-être entendu parler dans l'Est de tous les problèmes sur l'épicéa en plaine qui est attaqué par les scolytes. Bon, voilà. Il peut y avoir d'autres maladies ailleurs. Voilà. Donc on peut renouveler ces forêts. Là, on a bien... Parce que souvent, les gens, ils sont dépités devant leur forêt en train de mourir. Ils ont 2-3 hectares et ils font rien. Ils font rien. Donc on vient justement les inciter à reprendre confiance et à leur dire vous allez voir, ça va être super, etc. Et donc on va séquestrer plein de carbone. Et la troisième méthode, c'est une méthode un peu plus technique que j'appellerais moi dans mon jargon forestier le balivage, c'est-à-dire que dans un taillis, je vais venir sélectionner les plus belles tiges pour transformer ce taillis où il y a plusieurs pieds sur la même souche en une futée, donc en une parcelle d'arbres à destination de bois d'œuvre, etc. Voilà. Et donc, cette forêt, elle séquestre le carbone, mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que nous on défend le sujet, c'est que le bois qui va être issu de cette forêt va stocker pendant des années. Cette porte ici, j'espère qu'elle va rester à la CCI pendant des siècles, ou les poutres peut-être là-haut dans les combles, et donc pendant des siècles, stocke le carbone. Et puis cette porte, contrairement à celle-ci, est en bois, elle n'est pas en matériaux composites ou autres, donc on a substitué des matériaux très énergivores, plastique, etc., par du bois. De même dans l'énergie. On va peut-être substituer aussi gaz, pétrole ou autre par du bois énergie. Bois énergie qui sera issu d'éclaircies et de ne nous inquiétons pas, nous n'allons pas planter des forêts pour faire du bois énergie. Le bois énergie est un coproduit, un sous-produit de l'exploitation de la forêt. Toujours cette destination bois d'œuvre, bien sûr. Donc substituer, stocker, et puis d'abord séquestrer. Ce sont les fameux 3 S dont on entend parler. Alors quelquefois on rajoute le sol pour un 4e S, etc. Ce sont des discours de scientifiques. Et donc, dans ce contexte très technique, il nous est apparu forcément très intéressant, pour appliquer le label bas carbone dans la région, de nous rapprocher de la coopérative carbone, parce que la coopérative carbone, d'abord, va pouvoir bien sûr concentrer tous les projets, donc valoriser l'ensemble des projets, parce que moi je suis amené à faire de l'émiettage. 3 hectares chez M. Dupont, 2 hectares chez M. Martin, 1 hectare chez M. etc. Donc la coopérative va déjà pouvoir valoriser cet ensemble, va pouvoir consolider un petit peu tous ces efforts. La coopérative va aussi bien sûr être peut-être plus en relation que nous, CRPF, avec des financeurs qui ont envie donc de justement de compenser, de réduire, de contribuer à ces effets climatiques. Et inversement, moi je peux aussi avoir des porteurs de projets, des propriétaires, peut-être en surnombre, et pour lesquels la coopérative aurait elle-même des projets. Donc voilà, on est dans un partenariat complet, on a passé une convention ensemble pour essayer de mutualiser ces efforts. On peut aussi imaginer que plusieurs financeurs, petits financeurs, se regroupant vont arriver à une taille et à un tonnage de carbone suffisant pour intéresser un porteur de projet. Voilà. Je vais vous donner quelques chiffres. En moyenne, si vous voulez, lorsque l'on fait un boisement de terre agricole, une friche, si je plante du chêne ou du résineux, je vais être autour de 180, 200, 250 tonnes hectares à peu près sur 30 ans. Pour le peuplier, on peut monter jusqu'à 400 tonnes hectares sur les 30 ans. Voilà, ça vous donne une idée. Eh bien, nous avons des entreprises qui nous apportent 1000 tonnes. Bon, 1000 tonnes, on va faire 5 hectares. Voilà. Bon. D'autres qui vont nous apporter 160 tonnes, alors on va faire 1 hectare. Voilà. Ou bien on va prendre une autre méthode, c'est-à-dire une méthode enrichissement, etc. Voilà. Donc tous ces sujets, on les échange, on est sur cette plateforme d'échange avec la coopérative carbone. Et surtout, ce qui est important, et ça a été dit plusieurs fois, et moi je réinsiste là-dessus, je l'ai dit moi-même, je crois, c'est que nous sommes sur des projets de territoire. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, il est inconcevable de me frotter les mains en me disant ça y est, on m'apporte 60 hectares à boiser, je vais mettre plein de tonnes de carbone et j'aurai une belle récompense à la fin. Non, si jamais on m'apporte 60 hectares, eh bien, mon premier réflexe, d'abord, va être d'appeler le collègue de la Chambre d'agriculture et de lui dire attends, il y a 60 hectares de terre agricole à boiser là. Tu es sûr qu'il n'y a pas un jeune là dans les environs qui aurait peut-être un projet quand même de reprise, ce sont des bonnes terres, on y fait de l'élevage, etc. Bon voilà, regarde bien avant que moi je te mette de la forêt partout. Projet de territoire. Et ça, ce sont des échanges que l'on va pouvoir avoir au sein de la coopérative. Projet de territoire également, c'est cette proximité, ce circuit court. Nous venons de faire un gros projet. Alors on n'était pas encore dans notre convention, mais un gros projet dans la vallée d'Ergaraï à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et bien là,
c'est une entreprise de réinsertion professionnelle locale de la commune d'à côté qui a fait les travaux. Alors nos techniciens les ont aidés un peu, parce que bon, les pauvres gens, ils ne savaient pas forcément planter, mais ils ont planté dans le bon sens. Hein. Mais voilà, mais on était là. Et ça, ce sont des vrais projets. Hein. Parce que les maires du coup des environs sont tous venus voir, parce que les gens maintenant peuvent se promener sur le territoire et voir les faits, donc ça fait boule de neige, etc. Là, sur 27 hectares de plantation, il y avait 14 propriétaires. Vous voyez, donc il y a toute une dynamique qui s'est mise en place. Voilà, donc on est très intéressé par l'esprit même, le fond de votre esprit coopérative carbone, qui est cette notion voilà, d'intégration de territoire, de prise en compte de tous les acteurs du milieu, et non pas d'une réflexion uniquement spéculative, que je ne raille pas de la carte. Mais c'est un autre sujet. Nous avons besoin pour la stratégie nationale bas carbone de faire des très très gros efforts. Nous n'y arriverons peut-être pas avec des hectares en timbre-poste, mais nous y contribuons grandement et nous faisons boule de neige. D'autres projets, peut-être de plus grande envergure, sur d'autres calculs, etc., pourraient avoir lieu. On n'est pas dans le label bas carbone. Voilà, j'étais un petit peu long, mais je voulais quand même préciser tout cela. Juste un petit élément complémentaire. On parle aussi généralement des co-bénéfices sur les projets. Évidemment, c'est hyper important. On n'est pas avec les œillères carbone dans l'accompagnement des projets. Il y a évidemment en entrée la nécessité d'être en capacité de les évaluer, de les vérifier, mais les co-bénéfices sont très importants, sociaux, environnementaux, biodiversité, économiques. Et quand on est sur des projets à l'échelle d'un territoire, c'est quand même beaucoup plus facile de les vérifier et de les quantifier. Je vais maintenant poser la question à Bernard, donc un acteur économique important de La Rochelle. Quelle action, quelle activité, comment vous vous inscrivez dans cette démarche-là? Merci Anne, bonjour à tous. Donc, je suis Bernard Plisson, je suis en charge de la stratégie de la transition écologique à Port Atlantique La Rochelle. C'est un établissement public de l'État, c'est le grand port maritime en fait, de La Rochelle. Il y en existe aussi un à Bordeaux et un certain nombre en France. Un port, c'est une infrastructure de transport, hein, avec une rupture de charge, on passe d'un mode maritime à un mode terrestre. C'est une zone avec beaucoup d'entreprises implantées et c'est une zone qui consomme énormément d'énergie, évidemment, pour ses activités de transport, manutention, transformation de la marchandise. Donc on peut voir ça comme un problème, mais c'est aussi finalement, donc quand je dis énergie, c'est partiellement de l'énergie électrique, plus ou moins décarbonée, et évidemment aussi de l'énergie thermique. Hein, voilà. Que ce soit d'ailleurs sur des navires, des grues, des camions, des trains et des outils industriels. Et donc du coup, on a beaucoup d'émissions, évidemment, de gaz à effet de serre sur les zones portuaires, et on a aussi beaucoup d'opportunités du fait de ces besoins et du fait de cette concentration d'activités. On a des opportunités de production d'énergie renouvelable et on a des opportunités, évidemment, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le port de La Rochelle, en quelques mots, il est là depuis 1000 ans. En fait, il date finalement, il a le même âge que la ville. En fait, hein. La ville a été fondée sur des activités essentiellement maritimes. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire l'histoire de la ville de La Rochelle. Et à La Palisse, dans le quartier où on est implanté, nous, on est là depuis 130 ans. Et on a l'intention, on pense qu'on apporte un bénéfice économique et social au territoire, et on espère bien rester là quelques décennies. Et on a fait le constat il y a quelques années que finalement, le maintien de cette activité et voire le développement de cette activité, il a un certain nombre de conditionnalités sociales et environnementales en fait, qui sont associées. Et donc on a engagé depuis 10 ans une démarche de responsabilité sociétale assez profonde et qui a beaucoup modifié le fonctionnement de l'établissement. Et donc, du coup, évidemment, ça s'est su. On a engagé des actions en matière environnementale. Et quand le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone s'est créé, eh bien, finalement, on était déjà un acteur du territoire implanté dans ce type d'action-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a un certain poids, à la fois économique, mais carbone. Donc voilà, toutes ces raisons, bonnes et mauvaises, ont fait qu'on a participé au consortium La Rochelle Territoire Zéro Carbone. On a engagé un certain nombre d'actions depuis... on avait réalisé un bilan émissions de gaz à effet de serre en 2014, donc voilà, il a 7-8 ans. On n'y était pas contraint, en fait, réglementairement, c'est une histoire de taille d'entreprise, bref, peu importe. Et on avait une stratégie environnementale qu'on avait développée déjà depuis quelques années et lancé un certain nombre d'actions
en faveur de la réduction de nos émissions, mais finalement, pas forcément avec une vision globale, on pourrait dire holistique ou systémique. Donc on a électrifié des usages de véhicules électriques, on a construit un siège à énergie BPOS, quoi, à énergie positive, qui d'ailleurs se chauffe avec des granulés de bois. On a engagé des actions en faveur du développement du fret ferroviaire, etc. etc. Bref. Et donc quand on a appris que la coopérative carbone se créait, on s'est dit il faut qu'on fasse partie de l'aventure, donc il faut qu'on soit cofinanceur en fait de la coopérative, qu'on fasse partie de la gouvernance de cette coopérative et qu'on s'y implique, parce que pour nous, c'est vraiment une occasion d'accélérer en fait notre démarche de transition, la nôtre et probablement aussi celle des entreprises qui sont implantées sur le port. Donc du coup, pour nous, la coopérative carbone, c'est un centre d'expertise et une opportunité déjà de mieux connaître notre bilan émissions gaz à effet de serre, et puis ensuite, comme l'a dit Anne tout à l'heure, de nous aider à développer un plan d'action. Alors déjà, peut-être, finalement, cette mesure de notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu un T1, puisqu'on avait ce fameux bilan qu'on avait réalisé là, il y a quelques années. Donc ça nous a permis de voir un peu le chemin parcouru et ce qui restait à parcourir, et puis aussi les progrès dans la façon de faire un bilan carbone, parce que je peux vous dire qu'un bilan émissions de gaz à effet de serre, selon la façon dont c'est fait, soit c'est basé sur des vraies émissions, soit on utilise des ratios nationaux, et ça peut, enfin, il y a à boire et à manger dans les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est important aussi d'avoir un acteur qui est capable de nous sortir des vraies tonnes, on va dire, qui ont un niveau d'incertitude faible et qui sont crédibles. Voilà, ça c'est dit. Donc du coup, on a réalisé ce bilan récemment grâce à la coopérative carbone, donc, qui a intervenu là en tant que finalement prestataire de services. On a fait le bilan selon les 3 scopes, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, peu importe. On a vu les gains d'ailleurs qu'on avait pu engranger grâce à nos actions. Et puis on a vu aussi le chemin qui restait à parcourir. Et puis les poids relatifs des différents scopes également. Est-ce qu'on s'intéresse juste à nos propres émissions? Est-ce qu'on regarde évidemment ce qu'on achète? Est-ce qu'on regarde aussi nos infrastructures? Là, ça fait un peu mal. Parce que je peux vous dire que pour construire un quai de 250 mètres, il faut un certain nombre une certaine quantité de béton et d'acier, et que ça, c'est pas neutre. Donc voilà, donc déjà, ça nous permet d'avoir un état des lieux. Ça, c'est très, très important. Et puis maintenant, de nous fixer en conscience, j'ai envie de dire, des objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre sur les postes sur lesquels on peut agir très vite. Scope 1 et 2, c'est très facile. La mobilité, l'isolation des bâtiments, mais bon, on a déjà un peu agi là-dessus. Et puis après, se poser la question de nos infrastructures. OK, est-ce que, grosso modo, nous, nos émissions directes 1 et 2, c'est à peu près 700 tonnes annuelles. Et puis nos infrastructures, si on applique en fait, si on regarde ce qui s'est passé et qu'on applique un peu des méthodes un peu comptables, c'est-à-dire avec de l'amortissement, et qu'on regarde toutes nos infrastructures, on fait un gros x10. Donc voilà. Et donc du coup, ça nous donne des pistes, même plus que des pistes, en fait, un programme qu'on a déjà commencé à élaborer, mais qu'on va affiner sur les sujets qu'on doit travailler. Donc l'éco-conception, c'est prioritaire chez nous, l'éco-conception des ouvrages. Et puis ensuite, ça va nous permettre d'emmener les entreprises de la place portuaire vers la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que nous, on a toute une communauté portuaire, une centaine d'entreprises, plus ou moins matures sur ces sujets. Et donc, on a déjà des actions avec elles. On a déjà développé des actions collectives d'économie circulaire. On a en cours un projet de boucle énergétique qui est une réplication, on va dire x10 pour faire court, du projet d'Atlantec. Donc en gros, est-ce que les entreprises du port pourraient produire et autoconsommer leur propre électricité, et puis évidemment en profiter pour électrifier leurs usages. Et donc c'est une vraie feuille de route qu'on est en train de mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, elle est quantifiée. On va pouvoir la quantifier en termes d'objectifs et on va pouvoir mesurer très régulièrement les résultats. Voilà. Et comme évidemment la neutralité carbone, c'est-à-dire le zéro émission net, c'est pas pour demain non plus, il ne faut pas rêver, voilà. Eh bien, du coup, une démarche en fait de contribution carbone, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que pour le coup, avec la coopérative carbone et avec les acteurs du territoire, on peut mettre en œuvre ou contribuer à des projets qui sont des projets de territoire où en fait, finalement, les tonnes de CO2 épargnées ou stockées, elles sont tout près. Et puis, elles peuvent profiter aussi, parce qu'une forêt, on peut aussi aller à l'intérieur de la forêt, et donc elles peuvent profiter aussi au territoire. Et la biodiversité qui est développée, c'est une biodiversité qui sera développée localement. Donc voilà, donc on a décidé d'y aller progressivement. Il faut qu'on se donne une feuille de route de réduction de nos émissions très sérieuse.
une feuille de route aussi par rapport à nos projets de contribution carbone. Donc là, voilà, on a décidé déjà de contribuer à hauteur de 100 tonnes. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà un premier niveau de contribution sur l'année 2022. Et puis progressivement, on va monter en puissance et on va aussi entraîner les entreprises de la place portuaire. Voilà, ça, c'est le projet du port. C'est inscrit dorénavant, je pense, dans notre ADN, en tout cas dans notre stratégie. Et c'est vital pour nous, parce que si on veut exister demain dans le monde du transport, nous, on pense qu'il y a besoin de transport encore demain. Il y aura encore besoin d'échanges internationaux. Voilà. Voilà, il y a certains discours actuellement qui tentent à dire que ce n'est pas possible. Si, on pense qu'il y a une part de bénéfice, mais par contre, il y a des conditionnalités très fortes, et donc nous, on agit sur ces conditionnalités. Merci beaucoup. Alors, avant de laisser la place aux questions et aux échanges, un dernier tour de tabouret, une question commune à tous. En fait, au final, est-ce que ça vous semble réellement crédible d'aboutir à du zéro émission nette, que ce soit à l'échelle d'un territoire ou d'une organisation ? Si la réponse est oui, pourquoi ? Le politique, il va dire oui. Zéro émission nette, ce n'est pas tout à fait notre objectif. On a un objectif de neutralité. Moi, quand je regarde les actions qui sont engagées, la mobilisation des acteurs, parce que c'est surtout ça, un territoire n'avancera que si on le porte tous ensemble. S'il y a juste la communauté d'agglomération et la ville de La Rochelle, ça ne marchera pas. Donc il faut le partager avec les acteurs, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, ceux qui créent l'activité et dans cette activité, ceux qui émettent, bien entendu. Et donc je pense que le témoignage du port est assez éloquent dans ce sens-là et on est très content d'avoir le port avec nous parce qu'effectivement c'est une infrastructure très lourde qui produit beaucoup de gaz à effet de serre et les efforts qui sont faits à l'échelle d'un port montrent à tout le monde pour qui c'est plus facile que c'est atteignable. Donc moi je suis très optimiste. Voilà, je pense qu'on a déjà bien avancé. On peut espérer des évolutions technologiques. On peut espérer une montée en maturité, pas seulement des entreprises, des citoyens. Enfin, là, vous êtes tous des citoyens avertis, bien entendu, mais si vous êtes confrontés à des échanges avec une bonne partie de la population, on s'aperçoit que tout le monde est d'accord, évidemment, pour lutter contre le changement climatique. Tout le monde est d'accord pour développer des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on entend même que certains veulent développer et reprendre le nucléaire, à condition que ça ne soit pas chez eux. Voilà. Et ça, c'est le problème que l'élu rencontre quotidiennement. Voilà. Donc, moi, je reste optimiste, mais il y a ce gros travail à faire. Et alors, il se fait que je suis aussi élu à la région et je m'occupe de recherche, d'enseignement supérieur et de diffusion de la culture scientifique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail de fond à faire pour mieux diffuser les nouvelles connaissances, et pas que les connaissances scientifiques, parce que tout le monde est à l'aise, plus ou moins à l'aise, je pense, avec les travaux du GIEC. Par contre, dès qu'on passe dans la transition énergétique, là, on est sur des questions beaucoup plus technologiques, voire même des questions industrielles. Et il y a besoin de vulgariser tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une incompréhension de la part des citoyens, il y a des doutes. Et les doutes, ça se traduit par des blocages. Voilà. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Et je termine là-dessus, c'est peut-être très politique. Mais quand on regarde comment s'engage aujourd'hui dans les élections nationales, le débat ou l'absence de débat sur la question énergétique est assez fondamentale. L'appropriation des questions par certains et d'autres questions par d'autres, ça ne va pas faire avancer vraiment les choses. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une crise énergétique, au sens, pas nécessairement du coût de l'énergie, mais comment on va la produire, tout simplement. Il faut d'abord déjà apprendre à beaucoup moins consommer. Mais malgré ça, et je suis sûr que vous avez tous lu les derniers rapports récents qui ont été publiés, on a un vrai sujet ici et qu'il faut le débattre le plus rapidement possible. Oui, bon, je vais pas. La marche est haute, mais moi, voilà, la marche est très haute. Quand on compte les tonnes et qu'on se confronte à comment est-ce qu'on peut les réduire, on se rend compte que le travail, il est énorme. Faut pas. Et c'est vrai que parfois, on peut agiter certains hochets en se disant voilà ma démarche en fait. Et non, ça suffit pas, quoi. Je veux dire, ça questionne profondément le fonctionnement des structures, leur mode d'action. Donc, mais c'est pas impossible. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'on peut évidemment y arriver. Par contre, faut agir profondément dans les structures et rapidement, bien sûr. Voilà. Merci. Alors moi, je suis à votre disposition pour qu'on arrive à cet objectif. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et ces projets de territoire, même s'ils sont petits, s'ils sont locaux, etc., ce sont eux qui sont intéressants. Je redoute que par souci de simplicité, on continue à aller planter tous les ans 10, 15, 20 000 hectares d'eucalyptus au Congo, au sud-Brésil ou en Indonésie, quelquefois après avoir déboisé d'ailleurs la forêt primaire pour la reboiser, etc. Bon voilà, c'est pas ça qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette prise de conscience locale et que l'on puisse, et ça c'est bien ce que vous avez
avez expliqué, c'est votre boulot, c'est pour ça qu'on est intéressé. Hein. Voilà. Bien sûr qu'on a un objectif idéal de zéro, mais surtout ne faisons pas n'importe quoi et faisons-le concrètement sur des projets qui ont de la valeur, qui rentrent dans toutes ces dynamiques RSE, et puis faire visiter aussi par les salariés de vos entreprises ces projets, ça c'est très important. Hein, voilà. Et donc c'est ça mon point de vigilance, mais sinon après moi j'ai des milliers d'hectares à boiser. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très, très riche. Moi, je travaille un peu sur les mêmes thématiques sur le territoire sud parisien, Essonne, qui est un territoire rural, même si on n'y pense pas toujours, qui est un territoire très fragmenté avec des acteurs qui se connaissent peu ou pas. Donc, ma question est la suivante. Comment vous réussissez à créer cet effet de communauté au sens de la coopérative ? Alors, je dirais déjà parce qu'en amont, on a une réflexion de gouvernance, c'est-à-dire comment on laisse effectivement la main à chacun pour agir. Donc, de ne pas tout verrouiller finalement par les premiers, de bien faire en sorte d'avoir une structure qui va avoir une gouvernance qui à la fois permet de sécuriser le cadre stratégique qu'on veut poser sur le territoire et de laisser la main en mode holacratique pour que chacun puisse venir proposer quelque chose. Et donc, du coup, ça a été conçu comme ça. Après, je crois que le deuxième élément, je laisserai peut-être Gérard compléter, c'est le fait que tout simplement, on voit aussi que finalement, on a créé un outil qui permet d'agir. Et donc, tous ceux qui sont avec leurs questions, avec leur envie de faire quelque chose, mais de ne pas savoir comment, ils viennent trouver une communauté, des gens qui sont soit dans la même situation, ou soit avec déjà des propositions à faire. Donc, en fait, on voit que ça répond aussi. On n'est pas finalement allé chercher ceux qui n'ont aucune sensibilité à ce stade pour l'instant. On est vraiment à avoir une réponse d'organisation et de communauté qui se génère parce qu'il y a des gens qui ont envie de passer à l'action. Oui, je peux compléter. Au-delà de l'outil qui est conçu justement pour ça, la coopérative, hein, avec cette multiplicité, diversité d'acteurs et la possibilité pour chacun de se faire entendre, je pense que l'idée qu'on a eue de monter ce projet, qui est un projet global, c'était justement de montrer qu'un territoire s'engage pleinement. On le porte beaucoup politiquement, donc moi je suis amené à aller le présenter énormément sur mon territoire, hein, pas simplement à l'extérieur, mais sur le territoire. Et aujourd'hui, on voit que, alors tout le monde ne comprend pas tout, que les choses soient claires, mais la notion zéro carbone, ça y est, elle est dans le paysage. Le maire de La Rochelle et mon président d'Aglo, il aime souvent le dire, c'est qu'on en arrive même à être critiqué là-dessus. C'est-à-dire, ce que vous faites là encore, c'est pas très zéro carbone. Voilà. Donc il y a cette espèce d'appropriation progressive qui se met en place. Je pense que c'est ça l'important. Et puis je vous assure, la mise en place du comité citoyen, la méthodologie de mise en place, sans même parler de ce qu'il va faire, ça a contribué à interroger. Alors on a une campagne de communication qui était un petit peu volontairement énigmatique, hein, pour intéresser les gens. Et aujourd'hui, je vous ai dit, on en avait presque 300, on en a pris 30. Donc il y en a 90 qui n'ont pas été pris. On a généré énormément de frustration en fait. Voilà. Et aujourd'hui, on l'a encore entendu, on avait l'Assemblée générale de la coopérative là, il y a 2 jours. Voilà. Alors on a des gens qui finalement viennent maintenant être sociétaires de la coopérative parce qu'ils sont frustrés, ils ont envie d'agir. Voilà. Je pense que il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment une implication forte, constante. Donc il faut que ça soit vraiment dans l'ADN d'une politique de territoire. Donc bonjour, moi je m'appelle Gaëtane, je travaille chez Circulaire et j'accompagne des entreprises en économie circulaire. Vous avez parlé d'éco-conception dans le port. Souvent quand on parle d'éco-conception, on en parle pas mal pour un produit unique ou un service. Comment est-ce que ça se développe en fait au sein d'un port ? Alors, je vais rester modeste, on débute. Mais les pistes, c'est déjà le réemploi des matériaux. Ça, c'est une piste très très importante en fait, c'est-à-dire de dire finalement pour concevoir un ouvrage, quelle est la part de matériaux qui peut être issue du recyclage ou du réemploi. Donc aujourd'hui, concrètement, chez nous, on a un stock de 20 000 m3 de sédiments qui provient du territoire en fait, port de Plaisance et puis agglomération de La Rochelle, qu'on déshydrate et qu'on valorise en remblai. Lorsqu'on a nos travaux ferroviaires, on récupère tous les ballasts aujourd'hui et on valorise les ballasts parce que c'est une roche qui est très dure. Alors il faut les cribler, les nettoyer parce que parfois ils ont été un peu souillés de l'activité précédente. C'est systématiquement le béton qui est issu des démolitions, ne pas s'en servir en remblai
parce qu'il a une bien meilleure valeur que du remblai, mais le concasser, le stocker, le qualifier et l'utiliser dans des usages. Donc voilà, ça, ce sont des prémices, ce que je suis en train de vous dire, de démarches qui sont déjà effectives sur le port, qui ne sont pas individuellement des démarches d'éco-conception, mais qui vont contribuer en fait à l'éco-conception demain. Donc l'éco-conception, ça va être quoi? Ça va être concevoir notre ouvrage en fait, le construire, l'exploiter et ensuite le démolir avec le minimum d'impact. Donc voilà, donc ça veut dire se questionner sur les ferrailles qui l'utilisent. Est-ce qu'une ferraille qui est fabriquée en Chine, ça a le même poids qu'une ferraille et le même impact qu'une ferraille qui est fabriquée en Europe? Les bétons, est-ce que tous les ciments ont le même poids carbone? Et il y a aujourd'hui, il commence à apparaître des ciments avec un poids carbone beaucoup plus réduit du fait de leur composition, etc., etc., etc. Et puis après aussi réfléchir à l'usage de l'équipement. Quand on conçoit l'équipement, comment est-ce qu'il va être utilisé et est-ce que sa conception peut amener une utilisation à moindre impact? Donc voilà, on en est au balbutiement, mais en gros l'idée c'est ça. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis cofondateur de Waves of Change. On anime une coalition pour créer de la valeur partagée entre acteurs de la transition, de la valeur écosystémique, donc différents territoires de par le monde, l'Europe. Je me demandais quels étaient pour 2022 vos jalons respectifs, parce que la route est longue, mais en fonction de cette feuille de route, si vous avez déjà des priorités en tête pour avancer. Moi, d'une manière générale, sur l'ensemble des sujets qu'on embarque dans La Rochelle zéro carbone, je vous l'ai dit, nous on a une feuille de route jusqu'en 2027 au moins, et sachant que notre objectif c'est 2040. Donc oui, nous notre feuille de route elle est claire sur jusqu'en 2027 sur ce programme-là. Mais bien entendu, c'est pas le seul outil qu'on met dans le dispositif. Je suis en train d'élaborer pour 2022 le PCAET, le plan climat et énergie territorial, avec des ambitions fortes en matière de réduction de consommation énergétique, et puis aussi des ambitions fortes en matière de production d'énergie renouvelable. Voilà. Donc moi, mon enjeu pour 2022, c'est d'arriver à faire accepter le niveau d'ambition que nous avons dans le PCAET, qui viendra vraiment compléter très fortement zéro carbone. Côté coopérative carbone, on a un indicateur d'impact évidemment qui va être les tonnes équivalent CO2. Donc ce qu'on voudrait aboutir en 2022, c'est 50 000 tonnes évitées ou séquestrées. J'y vais, ok. Moi, alors pour le port, l'objectif 2022, c'est déjà se fixer un objectif pluriannuel de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre sur la base du bilan qu'on est en train de réaliser. Et c'est travailler sur des projets qui sont d'ores et déjà lancés. Le renouvellement de notre drague, c'est un navire qui fonctionne quasiment tous les jours sur le port et qui émet, c'est notre premier poste d'émission directe, 500 tonnes de CO2 chaque année. Et donc une drague, ça vit 25 ans. Hein. Donc du coup, c'est concevoir une drague décarbonée, la plus décarbonée possible. Et puis ça va être terminer les études technico-économiques de notre boucle énergétique et décider avant la fin de l'année si on y va et avec qui on y va et sur quelle puissance en fait. Donc voilà, avoir le go de ce beau projet-là d'autoconsommation d'énergie avant la fin de l'année 2022. Et pour nous, côté CRPF, donc plusieurs objectifs. D'abord, le premier, c'est de consolider donc notre intérêt pour ce sujet au niveau national. Donc moi, je vais prendre la responsabilité nationale du sujet carbone pour les CRPF, puisque nous existons dans toutes les régions. Bon, je reste directeur régional, hein. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc un objectif de 60 000 tonnes de carbone compensé au niveau national. Voilà, donc c'est une montée en puissance, hein. Ce qui implique derrière forcément du personnel. Voilà, il faut que je réfléchisse à ça, des moyens. Et puis troisième objectif qui n'est pas le moindre, c'est que nous sommes à l'origine, nous, le CNPF, c'est notre fédération nationale, hein, nous sommes à l'origine des 3 méthodes que j'ai décrites tout à l'heure, parce que nous avons une équipe scientifique qui depuis 10 ans travaille sur ces sujets. Et donc notre objectif, c'est de sortir à minima 1 voire 2 nouvelles méthodes en 2022-2023 sur des sujets méditerranéens et sur des sujets de sylviculture irrégulière. Merci. Une dernière question puisqu'on est arrivé au bout du temps. Merci. Stélie Lefort, donc moi je suis consultante en conseil stratégie pour la transition écologique. J'interviens, donc je suis à mon compte. J'avais juste, je le précise parce que je ne suis pas rattachée à une entreprise. J'avais des questions, en fait, je voulais revenir sur la gouvernance.
sur les limites géographiques. En fait, j'en ai plusieurs des questions, donc je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les poser. Voilà, donc je voulais déjà savoir comment vous aviez procédé pour mettre en place la gouvernance au départ initial, comment vous êtes consultés entre vous, enfin comment vous avez décidé de ça. La deuxième question, c'est sur les limites géographiques. Je voulais savoir comment vous gériez les demandes, si vous en aviez d'ailleurs, qui n'étaient pas sur le territoire administratif de La Rochelle Agglo, que ce soit à la fois pour des demandeurs des émetteurs ou d'autres territoires en France. Du coup, je vais répondre sur la partie coopérative carbone. Pour le territoire, on n'a pas une limite administrative. On est plutôt sur une échelle du pôle métropolitain. Donc c'est Niort, Rochefort, Île-de-Ré, La Rochelle, parce qu'en fait, la limite, elle est proximité humaine. À partir du moment où on ne se connaît plus, on considère qu'il faut qu'il y ait une autre coopérative et qu'il faut qu'il y ait une dynamique territoriale qui se mette en place, parce que c'est vraiment de la communauté, de la dynamique d'acteurs. Donc, sauf sur certains sujets où on voit que de toute manière on a des besoins de massification, comme la forêt dont on a parlé, là on va être sur une échelle de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, il y a d'autres territoires qui se posent la question, qui avancent sur ces sujets-là. On a été le premier à mettre en place une dynamique de ce type, mais on les accompagne. Je vais citer l'exemple de la ville de Paris, du pays de Brest, du pays du Mans. En fait, on les accompagne à structurer aussi leur démarche, de manière à ce qu'ils créent leur dynamique et leur outil qui puissent fonctionner demain. Rapidement, effectivement, c'est une vraie question. Comment on a fait travailler ensemble ? Il y a une logique un peu historique. La Rochelle n'est pas insensible à la question environnementale, la ville de La Rochelle. Il se fait que, alors je ne vais pas revenir sur le port, mais je crois qu'on a bien compris qu'il y avait une trajectoire aussi où la prise de conscience et l'action aujourd'hui se met en place. L'université de La Rochelle, alors je suis universitaire et j'ai eu le plaisir de présider cette université pendant 8 ans. On a spécialisé une petite université, mais très, très focalisée sur les questions environnementales, les questions littorales, donc très, très prête à intervenir. Et puis je vous ai parlé d'un parc bas carbone. En fait, ce parc bas carbone, c'est le résultat d'un travail territorial pour compenser. Vous savez qu'à début des années 2010, il y a eu une réforme de l'implantation des sites de l'armée. La Rochelle a perdu tous ses régiments du train, c'est plus de 2000 personnes qui sont parties, donc ça a eu un impact économique fort. Il y a eu une crise économique et l'État s'est engagé à financer des projets si on leur en proposait. Et de l'université, on a eu cette proposition d'aller sur l'idée d'un parc bas carbone repris par l'agglomération. Donc finalement, le consortium dont je vous ai parlé, il avait l'habitude de travailler ensemble. Et dans la logique des appels à projets du PIA, il y a eu cet appel à projet territoire d'innovation. Ben, tout le monde est parti rapidement, mais très vite. C'est la raison, mais très très vite. Voilà. Mais justement, c'est souvent ça. Comme on a l'habitude de travailler ensemble, on a été capable de répondre de manière à peu près pertinente à l'appel à projet. On a été retenu, mais on a oublié des choses. C'est pour ça que maintenant on rajoute l'agroécologie et un certain nombre de choses. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment on fait si ça dépasse le territoire ? On a prévu dans la conception même du dispositif de travailler avec ce qu'on appelle les territoires d'alliance. Ça veut dire les intercommunalités qui sont autour. On travaille à l'échelle de 8 intercommunalités. En fait, on travaille à essayer de monter un pôle métropolitain dans le nord de la région, autour de La Rochelle, Niort et Rochefort. Voilà. Et donc, on a des territoires avec lesquels on peut travailler assez naturellement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous tous d'avoir participé. Puis on est trois à pouvoir rester quelques minutes de plus pour répondre aux questions. Voilà. Tant qu'on n'est pas coupé. Ouais. Merci beaucoup pour la question de dernière minute et puis pour les interventions qui étaient vraiment très intéressantes. Donc du coup, moi je travaille dans un pôle métropolitain du pays de Béarn. Donc c'est une question qui nous intéresse aussi fortement et effectivement la démarche est très innovante et très intéressante. Du coup, vous nous avez beaucoup parlé de compensation carbone, mais il y a d'autres types de compensation qui existent, écologiques, forestières, agricoles. Et on voit avec le zéro artificialisation nette qu'il y aura peut-être encore d'autres types de compensation qui vont émerger. Est-ce que la coopérative serait pour vous un outil qui pourrait aussi s'adresser sur ce type de compensation, puisqu'elles peuvent représenter aussi des opportunités financières pour contribuer à des projets locaux, et peut-être les difficultés que vous voyez sur ces autres types de compensation? Je vais répondre rapidement. Effectivement, pour l'instant, on ne se positionne pas sur ces compensations-là, puisqu'on est uniquement sur ce qui est au-delà du réglementaire.
La question est posée évidemment sur les années à venir de la corrélation avec l'ensemble des dispositifs réglementaires existants, mais pour l'instant, ce n'est pas le point de démarrage. Le point de démarrage, il est exclusivement basé sur le volontariat de ceux qui veulent réduire ou compenser. Merci beaucoup.